Bienvenue dans cette cinquième étape de notre marche d'approche vers le pays quantique. S'il y a une chose que j'ai comprise dans mon métier précédent, c'est que très souvent, les gens qui se croient nuls en physique ou en maths le sont en fait pas du tout. Au contraire. Ce qui les met en difficulté très souvent, c'est qu'ils se posent trop de questions. Des questions auxquelles leurs profs n'ont pas le temps de répondre. Alors ici, maintenant qu'on a bien pris le temps de comprendre en quoi des atomes d'argent pouvaient ressembler à des aimants, après tout c'est une idée un peu bizarre au départ, on va prendre aussi le temps de comprendre pourquoi les aimants de Stern-Gerlach ont cette forme bizarre qu'on voit sur les dessins historiques. Notre objectif, c'est de dévier les atomes d'un jet de vapeur d'argent avec des aimants. Et pour ça, clairement, l'aimant ordinaire de notre petite expérience de pensée d'une vidéo précédente, ça va pas suffire. Un aimant plus gros, ça va pas suffire davantage. En fait, on va avoir besoin d'utiliser des électroaimants. Voici un électroaimant qui a été utilisé à partir de 1915 pour essayer d'enlever des éclats métalliques dans les yeux des soldats blessés. Cet électroaimant a une particularité, c'est qu'il se termine par une pointe fine. Les champs magnétiques sont beaucoup plus intenses au voisinage d'une pointe. Voici un autre électroaimant, il est plus ancien, il a été utilisé par le grand savant Faraday. Il se replie sur lui-même de sorte que le champ est renforcé entre les deux pôles qui se touchent presque, mais qui ne se touchent pas tout à fait. Ce qu'il va nous falloir, c'est donc un électroaimant très puissant, avec des pôles fins, et il va falloir qu'on se place entre ces pôles, qu'on fasse passer les atomes entre ces pôles. Mais quelle forme on peut donner à ces pôles? Faire comme ça, ce serait une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que le champ ici, si c'est un électroaimant assez puissant, serait sans doute très puissant. Mais si on regarde bien, le pôle nord, représenté en rouge, repousserait le pôle nord de l'atome aussi fort que de l'autre côté, les pôles sud, représentés en bleu, se repousseraient. Inversement, si on inversait la position du petit aimant sous forme de boule, le pôle nord, cette fois-ci, attirerait l'atome, mais exactement aussi fort que le pôle sud l'attirerait de l'autre côté. Bref, notre champ magnétique, si on faisait ça, serait certainement très puissant, si on a un électroélément très puissant, si on sert bien, mais son effet de déviation sur nos atomes serait réduit à néant. Non, ce qu'il nous faut, c'est donc un champ magnétique à la fois très puissant, très peu homogène, avec une pointe au niveau du pôle nord pour renforcer son effet et son champ, et un creux du côté du pôle sud pour affaiblir ce champ. Eh bien, c'est ce qu'ont fait Stern et Gerlach, comme on le voit très bien sur les dessins historiques. Et d'ailleurs, concrètement, leurs aimants ont été conservés dans un musée. Les voici. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à inventer un four capable de chauffer de l'argent assez fort pour en faire de la vapeur, faire passer cette vapeur dans une fente très fine pour envoyer un fin pinceau d'argent assez rapidement dans le dispositif, et on pourra observer alors l'effet attendu. Mais il va falloir aussi une pompe à vide pour que nos atomes d'argent ne soient pas trop gênés par les atomes de l'air ambiant pendant leur parcours. Bref, il n'y a plus qu'à faire un énorme travail de préparation d'expérimentateur pour passer de l'expérience de pensée à l'expérience réelle et aboutir enfin au montage de l'expérience historique que voici. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on peut enfin lancer l'expérience et observer les résultats.
Et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo.